Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va faire le cours de la radioactivité. Bien sûr, une partie du cours. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle sur la radioactivité, alors on traite ce que l'on appelle le noyau. Donc avant de faire ça, on va commencer tout d'abord par les constituants des atomes. Alors l'atome a une forme plus ou moins sphérique et constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Voilà par exemple une représentation d'un atome. Voilà ce que l'on appelle ici les noyaux et voilà les électrons, normalement qui forment des nuages électroniques. Et tels que ces électrons gravitent ou bien tournent autour de ce noyau-là. Alors, concernant le noyau est composé par deux particules. Il y a les neutrons et il y a le proton. Alors, les neutrons sont normalement neutres électriquement et par conséquent, ces neutrons-là ne sont pas caractérisés par une charge électrique. Donc, la charge des neutrons est égale à zéro. Par contre, les protons, les protons sont des particules chargées positivement. Alors, les électrons sont des particules chargées négativement. Voilà la partie. Donc, QE est égal à moins E, tel que moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, ce que l'on appelle la charge élémentaire. Et la masse des électrons est égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Alors maintenant, on va traiter les constituants des noyaux. Alors, nos noyaux, comme nous avons dit, est constitué de deux types de particules. Voilà, le noyau, nous avons des protons et nous avons des neutrons. Alors, les neutrons de charge nulle, électriquement neutre, et de masse m1 est égal à peu près 1,67489 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Alors, par contre, les protons sont des particules chargées positivement. QP est égal à plus E, et de masse MP est égal à 1,66724 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Alors, les particules au niveau du noyau, bien sûr, qui sont des neutrons et protons, constituant le noyau atomique, sont appelés nucléons. Appelés nucléons, normalement, ce sont des habitants du noyau. Et bien sûr, c'est la force nucléaire forte, voilà la force nucléaire forte responsable à cette grande liaison, bien grande corrélation entre les protons et les neutrons, comme bien sûr montre cette représentation. Voilà, toujours nous avons les protons et les neutrons, et bien sûr, la force responsable de cette forte liaison, c'est la force nucléaire forte, bien la force nucléaire forte. Alors maintenant, on va traiter les notations du noyau. Alors, un noyau atomique d'une espèce chimique quelconque comportant Z proton et bien sûr Z proton, bien le nombre Z, appelé le numéro atomique. Et un neutron est noté sous la forme X et AZ. Voilà, normalement, la représentation d'un noyau atomique d'une espèce chimique quelconque. Voilà, X à Z, tel que Z, comme nous avons dit, représente le nombre de protons et bien sûr est appelé le numéro atomique et A est ce qu'on appelle le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Et bien sûr, nous avons cette relation-là. Alors A est égal à Z plus N, tel que ici N représente le nombre de neutrons, Z c'est le nombre de protons, bien le numéro atomique, et A le nombre de masse, soit le nombre de masse, bien le nombre de nucléons. Alors, on veut déterminer la charge du noyau total, donc Qn noyau est égal à plus Ze. Alors, nous avons dit que la charge d'un proton, c'est E, et puisque dans le noyau, nous avons plusieurs protons, Z protons, alors, pour déterminer la charge totale, on va faire Ze. Par contre, la charge des électrons, c'est Q électron est égal à moins Ze. Pourquoi? Parce que les électrons sont des particules chargées négativement. Alors, pour les noyaux présents dans l'univers, A varie, voilà, A, le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons est varié à peu près de 1 jusqu'à 238. Par contre, Z est varié à peu près de 1 jusqu'à 92. Alors, le noyau naturel le plus lourd est celui de l'uranium. Bien sûr, c'est 238.
bien sûr Ca, le nombre de A 238, composé de 92 protons. Et bien sûr, pour déterminer le nombre de neutrons, il suffit de faire 238 moins 92, on va trouver 146 neutrons. Voilà le noyau naturel le plus lourd. Donc, 238 nucléons. Alors, les classifications du noyau. Alors, les noyaux, bien sûr, nous avons, d'une manière générale, nous avons trois types de noyaux, bien trois classifications du noyau. Alors, les noyaux qui sont caractérisés par le nombre de Z, bien le même nombre de Z, et bien sûr, Z représente le nombre de protons, bien le numéro atomique, s'appelle des isotopes. Par exemple, dans ce cas-là, nous avons O16, voilà, dans ce cas-là, O17 et O18. Alors, ces trois noyaux sont caractérisés par le même nombre de Z, le nombre de protons qui est égal à 8, et bien sûr avec un nombre de A différent. Et par conséquent, ce genre de noyaux, on les appelle les isotopes. Alors, par contre, les noyaux ayant le même nombre de neutrons s'appellent des isotopes. Voilà, ici nous avons N par exemple 15, 7, O6, 8. Alors ici, si on veut déterminer le nombre de noyaux, donc 15 moins 7 est égal à 8, 16 moins 8, ça nous donne 8. Toujours, nous avons 8 neutrons et par conséquent, ce genre de noyaux, on les appelle par les isotopes. Dernière classification, alors les noyaux qui sont caractérisés par le même nombre A de nucléons s'appellent des isobars. Par exemple, AR4018 et CA4020. Alors ici, on remarque très bien que ces deux noyaux sont caractérisés par le même nombre de A. Et bien sûr, avec un nombre de Z différent. Ce genre de noyaux, on les appelle par les isobars. Alors ici, concernant les unités de mesure, alors les unités de mesure usuelles ne sont pas adaptées au monde atomique. Par conséquent, nous sommes obligés normalement de considérer d'autres normalement unités qui sont normalement comparables ou bien convenables à ce genre de problème. Alors, concernant la masse, alors toujours on utilise ce qu'on appelle l'unité de la masse atomique. Alors, l'unité légale de la masse, bien sûr, l'unité normalement internationale de la masse, kilogramme, c'est très très grande lorsqu'on travaille avec un noyau et par conséquent, on utilise normalement une autre unité qui est normalement mieux adaptée à la physique nucléaire, ce que l'on appelle l'unité de la masse atomique. Symbole, soit on utilise U.1 sur l'unité de la masse atomique, ou bien juste U. Alors, par définition, c'est quoi? Un UMA est égal à 1 sur 12 fois la masse d'un atome de C12 de carbone, le deuxième de la masse de l'atome de carbone. Alors, en notant MC12,6, la masse d'un atome de C-carbone 12, on a par définition de la masse molaire que, d'après la définition de la masse molaire, si la masse molaire est égale au nombre d'Avogadro fois la masse de carbone 12,6. Alors bien sûr, la masse molaire de carbone est égale normalement C12. La masse molaire à peu près est égale à 12 avec MC12,6. C'est la masse molaire, bien sûr, c'est la masse molaire du carbone 12,6. Et Na représente le nombre d'Avogadro, nombre d'atomes dans une mole. Alors on peut déduire facilement que M12,6 carbone est égal à 12 sur Na. Et bien sûr, donc, voilà, ici on va remplacer ici. Donc 1 UMA est égal à 1 sur deuxième fois la masse de carbone C12. Et bien sûr, on va remplacer la masse de carbone par cette quantité-là avec normalement un AC 6,022 10 exposant bien 10 à la puissance 23. On trouve finalement, ici nous avons 1 UMA, donc on trouve finalement que 1 UMA est égal à 1,6605, 6 fois 10 exposant 10 à la puissance moins 27 kg. Donc voilà l'unité qu'on va utiliser, 1 UMA. Au niveau de l'énergie, on ne travaille pas normalement avec Joule, on travaille avec ce qu'on appelle l'électron-volt. Alors, l'électron-volt, par définition, est l'énergie acquise par un électron ou un positron accéléré par une différence de potentiel de 1 volt.
Bien sûr, la variation de l'énergie cinétique de l'électron étant égale au produit de la charge de l'électron par la différence de potentiel. Bien sûr, on trouve que 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Alors, dans les exercices, on utilise souvent les multiples de l'électronvolt. Par exemple, 1 kilovolt, c'est 10 à la puissance 3 électronvolts. 1 MeV est égal à 10 à la puissance c'est, ou bien 1 méga électronvolt est égal à 10 à la puissance 6 électronvolts. Donc, 1 UM1 directement, on trouve qui est égal à 931,5 méga électronvolts par C carré. Donc, si nous avons une masse 1 UMA et on veut déduire l'énergie, donc directement, puisque l'énergie est égale normalement à MC carré, donc directement, il faut qu'on transforme l'unité, ou bien 1 UMA, hein, en méga électronvolts en multipliant directement 9 fois 931,5. Voilà. Voilà donc l'électronvolt, cette partie-là. Donc je répète l'essentiel. Donc toujours dans la radioactivité ou bien la physique nucléaire, on utilise un UMA qui est égal à cette quantité-là et l'électronvolt qui est égal à cette quantité-là. Alors ici, il y a défaut de masse et l'énergie de liaison. Alors l'équivalence masse-énergie, donc d'après M. Einstein, si nous avons un système au repos, attention, c'est très très important, hein, au repos possède une énergie due à sa masse. Bien sûr, si nous avons normalement un corps caractérisé par une masse, donc ce corps est caractérisé aussi par une énergie, appelée énergie de masse, et définie par E est égal à mc carré, tel que E représente l'énergie de masse, M représente la masse en kilogrammes, et bien sûr, C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est à peu près égale à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, une notion très très importante dans la physique nucléaire et dans la radioactivité, c'est le défaut de masse. Alors, en mesurant la masse du noyau au repos et celle du nucléon. Alors, les scientifiques, bien sûr, ils ont déduit que toujours que la masse d'un noyau, voilà, par exemple, ici la masse d'un noyau, c'est la masse normalement des constituants des noyaux. Bien sûr, nous avons ici le noyau, voilà le noyau, ici nous avons les constituants, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer, hein, on va mesurer, ces deux masses, hein, la masse du noyau total et la masse des constituants du noyau. S'il vous plaît, il ne faut pas imaginer que nous avons utilisé une balance, hein, pour mesurer directement la masse de noyau et la masse des constituants de noyau. Alors la chose la plus importante ici est que la masse d'un noyau, voilà, est toujours inférieure à la masse des constituants du nucléon qui le compose, bien sûr. Et bien sûr, nous avons donc, d'après cette représentation-là, alors nous avons normalement une perte de masse. Pourquoi? Parce que normalement, logiquement, si on calcule, bien sûr, on mesure la masse totale d'un noyau et la masse totale des constituants d'un noyau, on va trouver le même résultat. Par contre, dans ce cas-là, nous avons que la masse de noyau est inférieure à la masse des constituants des noyaux. Et voilà ce que l'on appelle, nous avons ici une perte de masse. Et cette différence de masse est appelée souvent défaut de masse. Voilà ce que l'on appelle le défaut de masse, noté par Dm et calcul comme suit. C'est la différence entre la masse des produits et la masse de noyau. Alors D de M est égal par définition. C'est Z, le nombre de protons fois MP, la masse de protons, plus 1 moins Z, qui représente le nombre de neutrons fois la masse de neutrons, moins la masse de noyau. Et toujours positif. Pourquoi? Parce que nous avons la masse des constituants de noyau est supérieure à la masse de noyau total. Donc voilà, toujours nous avons D de 1, le défaut de masse est positif. Alors maintenant, on va parler sur l'instabilité des noyaux atomiques. Alors lorsqu'un noyau, bien sûr noté par X à Z, appelé noyau pair, voilà le noyau pair, est instable, il subit de plusieurs transformations, et bien sûr, dans le but de la formation d'un nouveau noyau Y'B', qui est appelé le noyau fils, voilà, X à Z, c'est le noyau pair, et Y'Z', appelé le noyau fils, de nature, bien sûr, différente, souvent radioactive lui-même.
Alors, ce phénomène qui porte le nom de radioactivité se fait une ou en plusieurs étapes, ce que l'on appelle chaîne radioactive. Il s'accompagne de l'émission de particules et de rayonnements électromagnétiques. Alors, pour exprimer A' en fonction de A et Z' en fonction de Z' en fonction de Z, nous utiliserons deux lois de conservation. Il y a les lois de Sodé qui vérifient toutes les réactions nucléaires, c'est-à-dire pour toutes les réactions nucléaires, connaissons bien sûr le noyau père, on peut déterminer le noyau normalement fils. Alors, première loi, au cours d'une réaction nucléaire quelconque, le nombre total de nucléons reste inchangé. Lorsqu'on parle sur le nombre de nucléons, c'est-à-dire on parle sur A. Deuxième loi, au cours d'une réaction nucléaire quelconque, la charge électrique totale se conserve. Et voilà, on va prendre un exemple. Alors, connaissons, bien sûr, nous avons un noyau père X à Z, et bien sûr, d'après l'émission, bien d'après ce que l'on appelle la désintégration, Y A' Z' plus toujours nous s'accompagne avec quelque chose. On va voir tout à l'heure P par exemple à Z. Alors nous avons la conservation de nombre de nucléons, c'est-à-dire que A est égal à A' plus A et par Z, Z est égal à Z' plus Z. Alors les types de désintégration radioactive, bien mutation ou bien transformation. Alors, d'une manière générale, nous avons des intégrations naturelles et des intégrations artificielles. Alors, concernant les désintégrations naturelles, le noyau se désintègre spontanément, pas des effets extérieurs. C'est une filiation pour compter jusqu'à 15 désintégrations successives. Par contre, des intégrations artificielles, la transformation d'un noyau stable vers un noyau radioactif par des réactions nucléaires, modification de la composition du noyau. Alors, les types de désintégration, nous avons plusieurs. Premièrement, il y a la radioactivité alpha. Il s'agit d'un noyau pair lourd, attention lourd, A supérieur à peu près 200 ou bien Z supérieur à 82 instable. C'est le noyau pair instable qui éjecte une particule alpha, c'est un noyau d'hélium HO4 et donne un noyau fils plus léger. Alors, l'émission HO4, on peut le stopper par les papilles. Alors, le schéma de désintégration est le suivant. Voilà, par exemple, nous avons X à Z, c'est un noyau pair lourd. Donc, nous avons toujours, d'après la désintégration de X à Z, nous avons l'accompagnement bien l'émission d'une particule alpha, c'est HO4. Et bien sûr, pour trouver le noyau fils, donc on voit XA est égal à A-4 et Z est égal à Z-2. Voilà par exemple un exemple. Voilà un exemple ici. Voilà un noyau, bien sûr, d'uranium. C'est le noyau le plus lourd. C'est caractérisé par A238 et Z82. Nous avons, bien sûr, l'émission d'une part pour désintégrer ce noyau, nous avons l'émission d'une particule appelée alpha, HO4, et bien sûr, nous avons normalement la formation d'un autre noyau, TH. Et bien sûr, pour déduire 234 et 82, on va utiliser normalement cette relation-là, que 238 est égal à 4 plus quelque chose, et directement, ce quelque chose est égal à 234. De même, 92 est égal à 2 plus quelque chose, et par conséquent, donc, l'inconnu est égal à 80. Donc, voilà la radioactivité de type alpha. Alors, la radioactivité de type bêta+. Alors, le noyau explosif expulse un positron particule de charge positive et de même masse que l'électron. Alors, un proton caractérisé par 1,1 du noyau se transforme en un neutron. Et l'émission du positron s'accompagne de l'émission d'un neutrino, particule de masse nulle. La transformation totale s'écrit sous cette forme. Alors, X à Z, nous avons Y, ou bien nous avons toujours l'émission de E01, c'est le positron, plus ce que l'on appelle le neutrino, caractérisé par A est égal à 0 et Z est égal à 0. Et s'il vous plaît, il ne faut pas oublier ce neutrino. Alors, directement, pour déterminer
A, le nombre de masses, et le nombre de protons de ce noyau, on va faire toujours les lois de Sauté, telles que A est égal à, par exemple, X plus 0 plus 0, ce qui donne que X est égal à 1, et Z est égal, par exemple, Y prime plus 1 plus 0, ce qui donne que Y prime est égal à Z moins 1. Alors, on va donner ici un exemple. Alors, nous avons BE74. Toujours, nous avons ce noyau se désintègre en émettant bêta plus 1, 0 et bien sûr le neutrino. Donc, pour déduire cette 3, on va utiliser 7 est égal à cette valeur plus 0 plus 0, ce qui donne que cette valeur est égale à 7 et 4 est égal à cette valeur plus 1 plus 0, ce qui donne que cette valeur-là est égale à 3. Il y a aussi la radioactivité bêta-. Alors la désintégration résulte l'expulsion d'un électron, c'est-à-dire qu'un neutron, un du noyau, se transforme en proton, proton 1,1. Et l'émission de l'électron s'accompagne de l'émission d'un non-antineutrino, particule de masse nulle. La réaction s'écrit sous cette forme. Alors X à Z, ça nous donne, bien sûr, nous avons l'émission bêta-, c'est 0 moins 1. Attention, il faut distinguer entre lorsqu'on parle bêta plus, c'est 0,1. Lorsqu'on parle sur bêta moins, c'est 0 moins 1. Et ici, il y a l'émission d'une particule appelée antineutrino. C'est l'inverse de la particule opposée de neutrino. C'est 0, 0. Et bien sûr, pour trouver par exemple x et y', alors a est égal à x plus 0, ce qui donne que x est égal à 1, et z est égal à y' moins 1 plus 0, ce qui donne que y' ici, z plus 1. Voilà par exemple, ici un exemple ici. Alors nous avons ici des neutrons, carbone C14 ici. Bien sûr, d'après cette désintégration, nous avons l'électron, bêta-, voilà, et l'antineutrino, et bien sûr, nous avons ici le nitrogène. Pourquoi? Parce que nous avons A est égal à A, ici toujours A, et bien sûr le nombre de protons, bien sûr, puisque nous avons neutron, ici il faut rajouter un proton Z plus 1. Alors l'émission bêta, on peut le stopper par l'aluminium ou bien le vitre. Dernière classification, il y a la radioactivité gamma. Alors le noyau produit à la suite d'une transformation nucléaire. Par exemple, des désintégrations alpha ou bêta pour se trouver dans un état excité. Il se désexcite en émettant des photons gamma rayonnement. Par exemple, ici nous avons un noyau instable et nous avons l'émission de type bêta-, parce qu'ici il y a au moins ici l'antineutrino. Donc toujours nous avons un noyau instable et pour normalement former un noyau stable, il faut l'émission d'une particule gamma. Par exemple, ici nous avons ce noyau instable, donc ici nous avons un noyau stable et directement nous avons l'émission d'un photon gamma. Alors la désintégration gamma s'accompagne la radioactivité alpha ou bêta. Alors l'émission gamma est très difficile à stopper. C'est pour cela qu'on utilise souvent plomb ou bien le béton. Alors donc pour un noyau se trouve dans un état excité X étoile à Z, on a X étoile à Z, ça nous donne X à Z plus gamma. Alors l'émission d'un rayonnement gamma ne produit ni variation de masse ni de charge. Donc voilà. Donc nous avons A, Z, Z, Z. Par conséquent, donc, juste ici, nous avons un noyau instable et normalement ici un noyau stable. Alors, un exemple ici, par exemple ici CS, c'est 137,55. Nous avons la formation d'un noyau PA étoile 137,56 plus, bien sûr, l'émission 0 moins. Et s'il vous plaît, ici, il faut rajouter l'antineutrino. Et bien sûr, l'émission, bien normalement, la désintégration de ce noyau va donner BA 130. Alors ici, il y a état excité ici. Et normalement, noyau stable, 137,55 plus gamma. Alors, d'une manière générale, il y a alpha, bêta, gamma. Alpha, c'est l'hélium.
Alpha, c'est l'hélium He4 2. Bêta, nous avons deux ions. Bêta plus, bêta moins. Ici, gamma. Alors, la masse de alpha grande, de protons et de neutrons, bien sûr d'une vitesse lente, et bien sûr pour bloquer, on utilise les feuilles de papier. Par contre, la radioactivité ou bien normalement des intégrations de type bêta, bêta plus ou bien bêta moins, sont caractérisées par une masse petite. Pourquoi? Parce que nous avons un seul électron. Alors leur vitesse est très rapide et bien sûr pour les bloquer, on utilise planche de bois. Alors gamma sont caractérisées par une masse nulle. Normalement ce sont des ondes. Pourquoi? Parce que ce sont des ondes et les ondes sont caractérisées par une masse nulle. Vitesse très très grande et bien sûr pour les bloquer, on utilise mur de béton ou bien le plomb. Alors dernièrement, il y a l'évolution temporelle d'une population du noyau. Alors la loi de la décroissance radioactive. Alors la désintégration d'un nucléide radioactif est un processus aléatoire et imprévisible dont la réalisation ne peut se décrire que d'un point de vue probabiliste. Alors, on définit la constante radioactive ou constante de désintégration alpha comme étant la probabilité de désintégration pendant l'élément de temps dt. Alors, est donné par d1 de t est égal à moins lambda 1t dt. Bien sûr, ici, 1 de t représente le nombre de noyaux présents à l'instant t. Ici, normalement, la variation, bien sûr, une variation élémentaire T1T, moins lambda 1T dt. Ici, lambda, on l'appelle soit la constante radioactive ou bien la constante de désintégration. Alors, le signe moins, pourquoi le signe moins s'explique par le fait que le nombre de noyaux radioactifs diminue en fonction des temps. Par exemple, si nous avons un 0 à t est égal à 0, donc à un instant donné, nous avons toujours un nombre de noyaux présents inférieur à 1 0. Alors, en désignant par un 0 le nombre de noyaux présents à l'instant t est égal à 0, 1 t est égal à 0 est noté par un 0. Et pour trouver la relation, pour trouver 1 de t, on va faire la primitive ou bien l'intégrale. Donc, on va faire l'intégrale t1 de t sur 1 de t. Et bien sûr, pour tel que 1 varie entre 1, 0 et 1. Et 1, 0, le nombre de noyaux présents à t est égal à 0. Est égal à moins lambda dt. Bien sûr, dt varie, bien le temps varie entre 0 et t. D'où, donc, on peut déduire facilement que 1 de t est égal à 1, 0 exponentielle moins lambda t. C'est la loi de la décroissance radioactive. Alors, période radioactive, alors la période ou bien la demi de vie est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents sont normalement désintégrés, ou bien sont désintégrés, puisque nous avons ici la moitié. Donc, 1T, 1 à T, ou bien T1 demi, c'est la même chose. Toujours, c'est 1, 0 sur 2 est égal à 1, 0. Et bien sûr, on va remplacer d'autre part 1 de T, comme nous avons démontré ici. On va remplacer T par grand T, ou bien T1 demi, ici T par T, ou bien grand T, ou bien T1 demi. Donc, nous avons d'une part 1 T est égal à 1, 0 sur 2, et d'autre part 1, 0 exponentielle moins lambda T. Donc, exponentielle moins lambda, ici on va simplifier par 2, exponentielle moins lambda T. On va trouver 1 sur 2, et finalement, donc exponentielle, ou bien normalement ici, exponentielle moins lambda T est égal 1 sur 2. Attention ici. Donc, pour trouver, bien sûr, T, on va, par exemple, on va appliquer ln, logarithme népérien, ici ln. On trouve finalement, donc attention, que lambda t est égal à ln de 2. Pourquoi? Parce que ln de 2 c'est moins ln de 1 demi. D'où on trouve que t est égal à ln de 2 sur lambda. Voilà une représentation qui montre normalement le nombre de noyaux présents à l'instant t. Alors t, on va supposer qu'à l'instant t est égal à 0. Nous avons ce nombre de noyaux. Donc AT est égal à grand T, la période ou bien T1 demi. Donc on remarque très bien que normalement ici nous avons juste la moitié du nombre du noyau qui est initialement présent. Et bien sûr, nous avons
une autre période, donc son nombre là-bas divisé en 2, ainsi de suite. Donc d'une manière générale, si l'on pose n est égal t sur grand T, alors on obtient que n de t est égal à 1, 0 sur 2 est égal à 1, 0 exponentielle moins lambda t. Nous avons ici t. Donc voilà, ici nous avons t, c'est n de t. Attention, ici j'ai oublié. N de grand T est égal à 1, 0 sur 2n. Attention ici, s'il vous plaît, il faut bien vérifier ça. Il faut bien comprendre ça. Ici, on va travailler par petit t est égal à n grand T. Donc ici, n grand T est égal à 1, 0 sur 2 à la puissance n, et pas à la puissance 2, est égal à exponentielle 1, 0 exponentielle moins ln de t sur lambda. Ça nous donne directement 1, 0 sur 2 à la puissance n. Et voilà une représentation qui montre la variation du nombre d'atomes, nombre de noyaux en fonction du temps. Par exemple, voilà le nombre de noyaux initialement présent à 0. Donc, si on veut déterminer le nombre de noyaux présents à l'instant t, nous avons 1, 0 sur 2. Le nombre de noyaux présents à l'instant 2t, nous avons 1, 0 sur 4. À l'instant 3t, 1, 0 sur 8, ainsi de suite. Et par conséquent, donc toujours si nous avons n, le nombre de noyaux, pour petit n grand T, nous avons 1, 0 sur 2, 0. Bien sûr, ici, normalement, cette représentation, alors ici, n représente le nombre de noyaux présents à l'instant T, et grand T représente le nombre de noyaux fils, c'est le noyau père, et c'est le noyau fils présent à l'instant T. Et à très bientôt.